Salut! Une double polémique hallucinante a récemment secoué les JO de Paris 2024 et vous avez certainement relayé malgré vous des discours problématiques parce que quasi tous les médias de masse ont raconté n'importe quoi. À tel point que je sors une vidéo, c'est vous dire si c'était pénible. Terry Trash. La boxeuse algérienne Iman Khalif et la taïwanaise Lin Youting, participant aux JO de Paris 2024, ont été la cible d'un acharnement de la part de politiciennes et politiciens d'extrême droite et d'une partie du public. En mars 2023, ces deux boxeuses avaient été disqualifiées des championnats du monde féminin de boxe amateur par l'International Boxing Association. D'après un communiqué de cette fédération datant du 31 juillet 2024, des tests médicaux de nature confidentielle avaient révélé que ces deux boxeuses ne remplissaient pas les critères d'éligibilité pour participer aux compétitions féminines de l'IBA. Selon cette fédération, les intéressés disposaient, je cite, d'avantages compétitifs sur les autres compétitrices. Quels sont donc ces mystérieux avantages? Sont-elles blanches? Non. Sont-elles issues d'un milieu privilégié? Je sais pas, mais évidemment que le comité olympique prend pas ça en compte, sinon il devrait directement annuler les épreuves de golf et d'équitation. Représente-t-elle un pays qui met des moyens conséquents pour faire d'elles les meilleures? Sont-elles des filles de professionnels du sport en question, ce qui leur aurait par exemple permis de commencer dès le plus jeune âge dans les meilleures conditions? Bien entendu qu'aucun organisateur de compétition sportive ne prend en compte des critères sociologiques qui représenteraient un véritable avantage. Si c'était vraiment égalitaire, ça tuerait le principe même de la compétition sportive et ça nous priverait d'un moyen de propagande en faveur du mythe de la méritocratie. Ce serait dommage. Cet événement refait surface lors d'un match éliminatoire des JO le 1er août 2024, lorsqu'Iman Khalif affronte l'italienne Angela Carini. Après s'être pris quelques coups, cette dernière abandonne au bout de seulement 46 secondes. Mais elle n'était pas au courant que ça tapait à la boxe? Bon, il y a peut-être une sorte de déstabilisation psychologique aussi. Non, parce que dans la vie, elle est flic, en fait. Donc, elle s'est peut-être pointée en se disant « Ah bah oui, cogner une arabe, ça je connais bien ». Et puis, elle s'est rendue compte que sans ses armes et ses 4 collègues, face à une personne entraînée, c'est pas du tout la même. Franchement, le coup des 46 secondes, en tant que joueur de Warhammer 40 000, ça me fait très bizarre. Parce que c'est un jeu où, quand tu réalises au bout de 30 secondes que t'as fait une erreur de déploiement qui va te coûter la partie, tu t'infliges quand même les 3-4 heures de jeu qui suivent. Alors certes, normalement, il n'y a pas de douleur physique, mais il y a quand même une souffrance psychologique à assister un peu impuissant pendant 3 heures à la disparition d'une armée entière que t'as mis des centaines d'heures à peindre. T'as fait combien sur ton jet de dés? Ah, ils sont tous morts. Et ça, c'est l'esprit Pierre de Coubertin. En 1908, le rénovateur des Jeux Olympiques déclarait « L'important dans ces Olympiades, c'est moins d'y gagner que d'y prendre part. » Ou encore « L'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Bon, l'esprit Coubertin, c'est aussi le sexisme, le colonialisme, le racisme, le génisme et l'admiration pour le Troisième Reich. Autant de choses dont aucun fan de Warhammer 40 000 ne s'est jamais rendu coupable. Pour ceux qui pensent que Warhammer est un hors-sujet total par rapport au sport, alors déjà, je pratique Warhammer 40 000 dans un club sportif. Ensuite, il y a des circuits compétitifs comparables à tous les sports. Il y a même des formes de dopage, puisque le championnat du monde par équipe a récemment dû bannir l'utilisation des IA pour les appariements. Et du coup, si Warhammer c'est pas du sport, est-ce que l'e-sport c'est du sport? Non, en vrai, je tiens pas à défendre cette thèse. C'était juste pour vous montrer qu'en quelques secondes, je peux sortir des arguments plus nombreux et crédibles que les gens qui affirment qu'Iman Khalif et Lin Youting sont des hommes. En effet, ces deux boxeuses sont actuellement attaquées de façon très virulente par certains les accusant d'être des hommes. Dans le cas de Lin Youting, après avoir perdu, son adversaire, la turque Esra Yildiz Karaman, a ostensiblement fait un signe X avec ses doigts en référence à l'association d'une paire de chromosomes X au sexe féminin. Bon, vu que les chromosomes masculins sont XY, ça aurait été plus logique qu'elle fasse un Y en fait. Mais bon, les gens auraient cru qu'elle commençait la chorégraphie de YMCA, non, ça aurait été très bizarre. Depuis la victoire de Iman Khalif en 46 secondes, on a donc des personnes qui se voient parfois comme très féministes à s'indigner sur les réseaux sociaux avec des phrases du type « Le CIO a laissé un homme tabasser une femme devant des millions de spectateurs ». Alors pour info quand même, accuser une athlète d'être un homme juste parce qu'elle a fait une excellente performance, c'est honnêtement pas la tech féministe que vous pensez que c'est. Ça s'inscrit au contraire dans l'histoire et la tradition d'exclusion des femmes du sport, en particulier son aspect compétitif et professionnel. Exclusion qui devient particulièrement explicite au 19e et 20e siècle, et dans laquelle s'inscrit également celui considéré comme le fondateur des Jeux Olympiques actuels, le baron Pierre de Coubertin, lequel resta jusqu'à sa mort opposé à la participation des femmes aux compétitions sportives.
Les femmes ont tout de même été intégrées aux compétitions sportives et aux JO en particulier à partir de 1900, mais à la condition de se soumettre à des tests de féminité. Ces derniers prennent d'abord la forme d'examens visuels par des médecins observant les athlètes nus, en particulier leurs organes génitaux. Vous voulez courir le 100 mètres, madame? Déshabillez-vous. C'est la science, ok? De 68 à 98, le Comité international olympique opte pour des tests génétiques. Sont alors éligibles à concourir chez les femmes uniquement les athlètes possédant 2 chromosomes X. Actuellement, le critère est le taux de testostérone mesuré dans le sang qui doit rester en dessous d'un certain seuil. Officiellement, ces tests sont censés repérer des avantages compétitifs. Perso, je vois pas en quoi avoir un pénis donnerait un avantage à la course, par exemple. Bon, peut-être qu'ils pensent que c'est plus aérodynamique. Les tests génétiques, ça fait plus scientifique, mais c'est tout aussi inepte, puisqu'une paire de chromosomes X ne détermine pas à elle seule si l'individu est un homme ou une femme, même selon les représentations les plus conservatrices. Retenir uniquement ce critère permet d'exclure des athlètes qui sont des femmes de la vie d'absolument tout le monde, et permettrait également à des hommes de participer dans la catégorie femmes. En ce qui concerne la testostérone, la responsable des droits humains au sein du Comité international olympique reconnaît elle-même qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur la manière dont la testostérone affecte la performance sportive. Bonjour, si vous n'êtes pas familier des problématiques de sexe et de genre, la première chose à savoir, c'est que les discours officiels sur ce sujet ne sont jamais à une incohérence près. Se focaliser uniquement sur cette hormone, c'est vraiment un écueil pseudo-scientifique typique. Comme si c'était le seul androgène chez les humains, voire la seule hormone. Comme si l'œstradiol, hormone associée aux femmes, n'était pas produite à partir de la testostérone. Comme si on connaissait totalement et parfaitement toutes les interactions hormonales. Et comme si on avait toutes et tous des sensibilités à ces hormones strictement identiques. Ça fait beaucoup trop de si pour que le taux de testostérone soit un critère pertinent et crédible. Vous l'avez compris, ces tests ne garantissent pas l'équité entre les athlètes. Leur objectif, c'est la normalisation et le contrôle des corps, en particulier ici celui des femmes. Le but, c'est de renforcer la norme, ce que le patriarcat estime que doit être une femme, en particulier le fait qu'elle doit être moins forte que les hommes. C'est à tel point que les tests de féminité de 68 dont j'ai parlé incluaient des épreuves pour mesurer la force musculaire et que les femmes dont la force était estimée équivalente à celle d'un homme étaient recalées. On peut pas faire plus clair. Aujourd'hui, ils tournent autour du pot avec leur histoire de testostérone, pour ne pas admettre que leur définition de la catégorie femme, c'est celle du patriarcat qui définit la femme comme forcément inférieure. Et c'est d'autant plus flagrant quand on voit qu'il y a aussi une catégorie femme pour laquelle on retrouve les mêmes polémiques vis-à-vis des femmes transgenres dans les compétitions de la Fédération internationale des échecs. Non mais parce que tu comprends, dans les tournois d'échecs masculins, les pièces sont en fonte et font 10 kilos chacune. C'est un renforcement de la norme patriarcale dont l'idée du féminin est un archétype hyper restreint de la femme occidentale blanche. En effet, l'Occident a imposé dans le reste du monde sa vision et sa norme de la féminité et aussi de la beauté. C'est notamment pour ça qu'à travers le monde, des femmes sont par exemple prêtes à prendre des risques inconsidérés pour blanchir leur peau. L'image de la femme occidentale, c'est aussi l'image d'une femme fluette. C'est pour ça que la grossophobie est historiquement liée au colonialisme et au racisme. Si le sujet vous intéresse, je vous recommande des ressources de vulgarisation dans la description. C'est aussi pour ça que les athlètes de haut niveau exclus des compétitions féminines sur ces prétendus critères de féminité sont quasiment toutes des femmes racisées. Iman Khalif, Lin Yuting, avant elle Caster Semenya, Christine Mboma, Barbara Banda. Officiellement, la vitrine de ces compétitions sportives, en particulier les JO, c'est l'égalité, l'ouverture, la paix entre les peuples et l'internationalisme. Et même si le CEO a confirmé qu'Iman Khalif et Lin Yuting avaient leur place dans cette compétition, les critères même de cette confirmation et le déchaînement dont elles ont été la cible attestent une fois de plus de ces structures oppressives toujours bien présentes. Les enjeux sont difficiles à comprendre pour le grand public car le problème se situe à l'intersection du sexisme, du racisme, de l'oppression des personnes intersexes et même de la transphobie. Et ce, alors même que jusqu'à nouvel ordre, ces deux athlètes ne sont ni intersexes ni transgenres. Mais il se trouve que ces critères de féminité sont habituellement utilisés pour exclure des athlètes transgenres, c'est-à-dire des personnes qui s'identifient à un genre différent de celui qu'on leur a assigné à la naissance. Ces personnes ressentent le besoin d'effectuer une transition avant tout sociale vers le genre auquel elles s'identifient. Cette dernière peut être accompagnée d'une transition médicale qui peut inclure une thérapie hormonale substitutive, ce qui est d'ailleurs le cas de toutes les athlètes transféminines exclues des compétitions dont j'ai entendu parler. A l'inverse, les femmes cisgenres, c'est-à-dire les femmes assignées femmes à la naissance dont le taux de testostérone dépasse les normes des instances sportives, se voient contraintes soit d'abandonner,
soit de prendre des traitements présentant un risque pour leur santé afin de baisser ce taux. Je vais le récapituler le plus simplement possible parce qu'on marche tellement sur la tête qu'il y a forcément des gens qui ont décroché. Des athlètes dont le sexe a été estimé et assigné comme masculin à la naissance s'identifient plus tard dans leur vie comme des femmes. Elles prennent des hormones pour développer des caractéristiques physiques qu'on associe traditionnellement aux femmes. On les refuse des compétitions réservées aux femmes. Parallèlement, des athlètes assignés au sexe féminin à la naissance s'identifient plus tard dans leur vie au sexe qu'on leur a assigné, c'est-à-dire comme des femmes, mais comme les instances sportives estiment qu'elles ont trop de testostérone pour être des femmes, elles se retrouvent à devoir prendre des traitements hormonaux pour pouvoir participer aux compétitions en tant que femmes. Si vous trouvez que ça n'a toujours aucun sens, tant mieux, hein, ça laisse espérer que vous n'êtes probablement pas d'énormes misogynes. Les femmes trans sont elles aussi accusées d'avoir des avantages compétitifs. Or, si c'était le cas, elles devraient littéralement truster les podiums des compétitions féminines auxquelles elles peuvent encore participer. Ce n'est pas le cas, et ça ne le sera probablement pas tant qu'il n'y aura pas des épreuves du type combat contre les administrations et parcours médical du combattant. D'ici là, pas la peine de se poser la question, et encore moins de prendre des mesures. D'autant que les mesures consistent actuellement à exclure les femmes trans et à leur infliger la violence de les associer à un genre qui n'est pas le leur. Voilà, comme pour Warhammer. Attendez au moins de voir si les résultats en compétition évoluent. Ne vous fiez pas aux gens qui crient « ouin ouin, les femmes trans OP, nerf please ». Je sais pas si vous avez remarqué, mais je compare beaucoup avec Warhammer depuis tout à l'heure. C'est pour désacraliser un peu les JO et la compétition sportive en général, parce qu'il y a beaucoup d'éléments néfastes à déconstruire dans ces institutions, mais qui passent beaucoup plus inaperçus que dans d'autres contextes, justement à cause de l'aura de ces institutions. Du coup, ça me paraît bien de rappeler que si jouer avec des bonhommes en plastique, c'est un peu dévalorisé sous prétexte que ce serait un truc de gamin, si t'enlèves les masses de thunes investies par les États et les corporations, la sacralisation avec le cérémoniel, voire les rituels, le rattachement à la tradition antique, etc., et ben au final, des jeux pour savoir qui court le plus vite, saute le plus haut ou même tape le plus fort, ça reste un truc de gamin aussi. Et peut-être que c'est aussi pour faire monter la hype pour ma future vidéo Warhammer est-il facho. C'est possible, c'est possible. Accuser ces boxeuses d'être des hommes, c'est reprendre le discours transphobe qui refuse de reconnaître les personnes transgenres comme étant du genre auquel elles s'identifient. Même si, en l'occurrence, elles ne sont pas trans. Dans le cas d'Iman Khalif en particulier, son père en est arrivé à produire publiquement des photos d'elle enfant et sa page du livret de famille pour montrer qu'elle a bien été assignée femme à la naissance. Réaliser la violence, l'impact psychologique de toute cette séquence dont elle a témoigné, aurait pu constituer un désavantage compétitif, et malgré ça, elle a remporté la médaille d'or. Et non, c'est toujours pas un argument pour dire que c'est un homme. Trop de médias, pensant visiblement faire un move progressiste, ont rapporté qu'elles étaient bien des femmes, mais atteintes d'hyperandrogénie. Rumeurs non sourcées, prétendant communiquer des informations médicales qui relèvent de la vie privée, et accréditant la thèse du taux trop élevé de testostérone, et ce alors même que l'International Boxing Association précisait dans son communiqué du 31 juillet que les deux boxeuses n'avaient pas été exclues sur la base d'un test de testostérone. Bref, du journalisme de haute volée. Dans le même esprit, d'autres les ont décrites comme intersexes, un mot dont la définition et les frontières sont bien moins précises que ce que pensent les gens qui l'utilisent actuellement au sujet de cette affaire. Un terme qui regroupe énormément de réalités différentes. Le point commun entre ces multiples expériences, c'est l'oppression que subissent les personnes intersexes. À partir du début des années 90, des personnes nées à la fois avec des caractéristiques biologiques traditionnellement associées aux hommes et d'autres associées aux femmes, se regroupent autour de ce terme, intersexe, afin de lutter pour leurs droits. Parmi ces droits se trouve notamment la défense de leur intégrité physique et de leur autonomie corporelle. En effet, à partir des années 50, une nouvelle pratique médicale apparaît et se généralise. Lorsque des enfants naissent avec des organes génitaux que le corps médical considère comme ambigus, une chirurgie de réassignation sexuelle est souvent opérée, avec pour unique motivation de conformer l'enfant à une binarité de genre, et ceci totalement à l'insu du patient qui est trop jeune pour consentir, et souvent sans qu'il soit lui-même informé qu'il a subi cette chirurgie, même plus tard. Un des combats des luttes intersexes a donc été dès le départ de faire reconnaître ces chirurgies comme des mutilations et de les faire cesser. C'est toujours pas gagné. Donc être intersexe, historiquement, c'est se définir de façon politique, et ce, indépendamment du fait de s'identifier comme femme, homme ou autre, et indépendamment du sexe de l'état civil. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent ce terme dans une acception médicalisante, comme un terme fourre-tout, pour regrouper à géométrie variable des particularités très diverses, certaines entraînant des problèmes de santé, d'autres littéralement imperceptibles.
C'est-à-dire que non seulement les gens qui utilisent ce terme de cette façon ne sont pas d'accord sur ce que ce terme inclurait, ou se gardent bien de définir ce qu'il inclurait, mais en plus, il n'y a pas de pertinence à regrouper de façon pseudo-médicale des phénomènes qui ont des mécanismes différents, juste sur le critère « Oh là là, ces personnes ne correspondent ni tout à fait à l'image que je me fais d'un homme, ni tout à fait à l'image que je me fais d'une femme, il me faut un autre terme pour les désigner, sinon je vais pas dormir ». Ça revient à utiliser le terme historique de lutte contre une oppression tout en adhérant à la catégorisation au fondement de cette oppression. Le problème, c'est de conceptualiser la sexuation comme deux catégories hermétiques plutôt que comme un spectre ou au minimum deux catégories qui dialoguent entre elles. Et cette vision binaire, c'est celle promue par les médias qui ont qualifié ces boxeuses d'intersexes. Personnellement, je propose plutôt qu'on arrête d'utiliser cette catégorie qui n'a de pertinence que pour les gens qui se sont mis en tête qu'il n'y avait que deux sexes, mais qui en créant une troisième case pour y ranger les gens qui sortent de cette norme, se pensent vachement plus progressistes que ceux qui ne reconnaissent que les deux catégories traditionnelles. Bref, pour moi, la seule définition pertinente d'intersexe, c'est celle des personnes qui reconnaissent subir une même oppression et qui luttent pour des intérêts de classe communs. Donc les gens qui qualifient d'intersexe une athlète qui se définit pas publiquement comme telle et ressortissante d'un pays qui est clairement pas progressiste sur ces questions, c'est vraiment pas le move LGBTI que vous pensez. Si vous pensez qu'une personne qui ne se revendique pas comme telle est intersexe, ça peut éventuellement être une conversation à ce sujet entre elle et vous. Mais là, ce que les médias ont fait, c'est, aux yeux du monde entier, assigner des personnes à l'intersexuation sans information sur leur cas précis, tout en excluant les intéressés de la conversation. Je précise que ce sont les informations sûres dont on dispose au moment où je fais cette vidéo. Donc s'il y a une vraie confirmation par la suite, ne considérez pas que ceux qui ont publié ces intox ont eu raison trop tôt. Le journalisme, c'est pas balancer des affirmations au hasard en espérant qu'elles deviennent vraies par la suite. Il semblerait que l'histoire me donne déjà raison, puisque pendant que je faisais le montage de cette vidéo, Iman Khalif a fait savoir qu'elle portait plainte pour harcèlement. Et maintenant qu'il y a une potentielle suite judiciaire à cette affaire, les médias qui rapportent cette plainte ont comme par magie cessé de dire qu'elle était intersexe. Comme quoi les médias mainstream peuvent rapporter uniquement du factuel. Il suffit juste de leur mettre un petit coup de pression. D'ailleurs, on peut se demander comment les affirmations qu'elles sont hyperandrogènes et intersexes se sont retrouvées dans pratiquement tous les médias qui ont traité le sujet. Mon hypothèse, c'est celle du mille-pattes humain. Référence à la série de films The Human Centipede où des humains sont soudés l'un à la suite de l'autre par la bouche et l'anus afin de former un mille-pattes humain. Bref, il y a un rédacteur qui pond une bouse, un autre derrière la mange, refait caca et ainsi de suite sans qu'à aucun moment il n'y ait de travail de journalisme. C'est le milieu de l'information, entre guillemets, dans cette société capitaliste contemporaine, dans laquelle il ne reste plus que quelques bastions de journalisme par-ci par-là. Sourcer, vérifier l'information, ça prend trop de temps, ça fait pas d'audience, alors que parler d'intersexe et d'hyperandrogène, c'est singulier, ça va forcément captiver l'audience qui en majorité ne connaît pas ces sujets, et ne les connaîtra toujours pas après, vu que les rédacteurs de ces médias ne sont pas beaucoup plus renseignés. C'est l'occasion pour moi de rappeler que vous pouvez soutenir financièrement mon travail en suivant le lien qui est dans la description de la vidéo, parce que moi je prends le temps de faire ce travail. Alors qu'au départ, mon activité, c'est même pas le journalisme, c'est l'exercice illégal de l'humour. Police de l'humour m'est tombée dessus. Les cas d'Iman Khalif et Lee Newting ont été particulièrement médiatisés, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg en matière de sexisme et de suprématie blanche dans les compétitions sportives. Toutes les sportives racisées sont affectées. Exemple récent qui n'a pas fait la une des journaux, mais qui illustre les mêmes problèmes, la championne du monde de judo, double médaille olympique à l'époque, désormais 2 fois double médaille, Roman Dico, qui témoignait des commentaires grossophobes et racistes qu'elle recevait sur TikTok. Quelqu'un d'autre m'a dit, ouais, tu parles des Olympiques de KFC, en mode, quel intensif, regarde comment t'es, tu comptes la passe. Vraiment, les gars, on en est fatigué. Tout ça parce qu'elle ne correspond pas à l'idée que la société se fait d'une femme athlète, calquée sur le stéréotype de la femme blanche et mince. Bref, l'équité, c'est l'alibi de ces critères d'éligibilité aux compétitions féminines. Personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à me désintéresser des compétitions sportives. Ça m'intéresserait déjà plus de voir des épreuves mixtes. Histoire que pour changer des femmes blanches qui pleurent parce que des femmes racisées les ont battues, on voit aussi des mecs blancs pleurer que des femmes racisées les ont battues. Elle m'a battu parce que c'est pas une femme... Bon, c'est pas juste, quoi. Je ne sais plus, laissez-moi. Et je serai encore plus client d'une compétition où Roman Dico affronterait directement ses harceleurs. Alors, on va me dire que ce n'est pas très sportif. Je pense qu'il y aurait des vertus à la fois thérapeutiques et pédagogiques à l'avoir enchaîné des hippons sur les sacs à merde d'internet. Et finalement, qu'est-ce qui correspond à l'esprit du sport? Si les compétitions sportives avaient un véritable objectif d'équité, elles prendraient en compte les critères sociaux que j'ai mentionnés en début de vidéo. Parce que si on a un minimum de bonne foi,
Il faut par exemple reconnaître qu'une personne d'un milieu privilégié qui commence le tennis dès l'âge de 4 ans, en bénéficiant des meilleurs entraîneurs, a quand même un sacré avantage par rapport aux athlètes qui n'ont pas eu ce privilège. Les compétitions sportives représentent une version stylisée de la compétition prônée par l'idéologie libérale dans la société capitaliste. Elles entretiennent le narratif mensonger de la méritocratie par ce vernis d'équité très superficiel qui, comme la conception libérale d'égalité des chances, ne prend en compte que des aspects hyper individuels et esquive les paramètres systémiques. Je vois un intérêt dans la compétition sportive. Le plaisir de se dépasser soi-même et l'inspiration de voir les limites de l'être humain repoussées, voir ce que les êtres humains sont capables de faire. Toutefois, il faut prendre conscience des aspects critiquables dans la façon dont la compétition est pensée, même à des échelons moins compétitifs. Il faut déconstruire cette vision de la guerre des uns contre les autres et favoriser une vision où cette compétition est une collaboration entre les compétiteurs, lesquels s'émulent les uns les autres pour innover et repousser les limites de l'être humain dans un esprit de solidarité. Je sais que même à très haut niveau, c'est l'esprit d'une partie des athlètes, mais les compétitions sportives ne sont pas isolées du reste de la société. De plus, dans cette société capitaliste contemporaine, pour des compétitions du niveau des JO, la médiatisation et les sommes colossales investies par les sponsors et les États vont à contresens de cet esprit. C'est ce qui explique en partie la création d'équipes et de compétitions uniquement féminines, même dans des domaines tels que l'e-sport, où le développement musculaire n'est pas un enjeu. Comme pour le sport, ce sont des disciplines où les femmes ayant été tenues à l'écart pendant longtemps, les compétitrices subissent un retard et des désavantages sociaux qui les contraignent à cette non-mixité afin d'exister économiquement, médiatiquement et à ne pas subir le sexisme bien ancré dans les compétitions mixtes et les équipes mixtes. Pour donner un exemple concret, s'il y a une femme dans une équipe d'e-sport mixte et que l'équipe perd, le public et le reste de l'équipe vont avoir tendance à tenir cette coéquipière comme unique responsable et elle risque aussi du harcèlement. Et pour développer la présence féminine dans l'e-sport, à l'aide de sponsors et d'autres moyens financiers, il peut être plus intéressant d'organiser des compétitions réservées aux femmes dans un premier temps. L'enjeu étant que ça ne devienne pas un prétexte pour faire perdurer les représentations sexistes comme c'est le cas dans le milieu des échecs. Bref, autant de problèmes liés aux capitaux investis qu'on n'a pas encore trop dans les compétitions Warhammer. J'insiste une dernière fois parce qu'on y trouve globalement ce niveau de solidarité et de collaboration dont je parlais, avec des futurs adversaires de tournoi qui s'entraînent ensemble et se donnent mutuellement des conseils, et c'est un jeu où si tu communiques pas et collabores pas avec ton adversaire durant la partie, tout le monde va passer un très mauvais moment. Et aussi, on n'invente pas des critères pour exclure les femmes ou, je sais pas, disqualifier les pros de tableau Excel ou de calcul mental sous prétexte que ça leur donnerait un avantage compétitif. Alors que c'est vachement plus un avantage que le taux de testostérone dans les disciplines mentionnées précédemment. Cette vidéo a nécessité des dizaines d'heures de travail, probablement une cinquantaine, mais je suis toujours trop optimiste. Donc les pouces vers le haut et les commentaires sympas sont les bienvenus. Si tu n'es pas déjà abonné, bienvenue et merci pour l'abonnement. Niveau commentaires, on va tester un truc parce que j'ai plus le temps de lire les pavés de personnes de mauvaise foi qui m'attaquent personnellement sans avoir regardé la vidéo. Donc, à la fin de votre commentaire, mettez juste le jour du mois où vous commentez. Par exemple, si c'est le 15 août, vous mettez le nombre 15 à la fin de votre commentaire. Comme ça, je peux distinguer du premier coup d'œil un commentaire que je dois lire d'un gros caca où je peux directement tirer la chasse d'eau. Merci aux personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Si vous voulez les rejoindre, il y a un lien dans la description et une pastille cliquable dans 3, 2, 1. Je ne sais pas où elle apparaît. Je vous jure, il fait tellement chaud que j'ai les lentilles qui sèchent sur les yeux, j'arrive plus à voir. Je suis obligé de m'arrêter régulièrement. Et à ne pas subir le sexisme bien ancré dans les compétitions mixtes et oui, le sexisme du coup par définition. Et ça, c'est l'esprit Pierre de Coubertin.